Bonjour Bouchibé, Salut, comment tu vas? ça va et toi? Ça va, super, bienvenue dans le média Aloha News. Aujourd'hui, on va revenir sur ton parcours. Ouais, Il y a eu beaucoup d'épisodes. Pour rappel, tu t'appelais anciennement Minicia. c'est ça, On va commencer par le début, tout simplement. Tu as commencé la musique à 17 ans. c'est ça. Déjà, est-ce que tu peux me parler de tes débuts? Qu'est-ce qui fait que tu rentres dans la musique et comment ça se construit déjà tout ça? Alors du coup, c'était pas prévu de base. J'ai fait une vidéo en sortant du collège. Des copines à moi m'ont filmé, elles ont mis sur à l'ancienne, c'était Facebook. Du coup, on l'a mis sur Facebook, ça tournait un petit peu. Et là, il y avait un grand de mon quartier qui aimait bien ce que je faisais. Il m'a dit, viens, je te produis. Il m'a ramené au studio. Et ça a commencé à partir de là, quoi. Et qu'est-ce qu'il a vu en toi, le producteur? C'était quoi les liens que vous avez eus Bah, avant ça, c'était quelqu'un que j'appréciais énormément. C'était un grand de mon quartier. Il me prenait comme sa petite sœur. Au départ, c'était pas de la vraie production. C'était plus pour me faire kiffer. Bah, tiens, vas-y, kiffe. Je vais te ramener au studio comme t'aimes bien chanter. Et c'est quand on a commencé à faire, du coup, les premiers clips et que ça commence à prendre des millions de vues. Là, ça a commencé à être sérieux. Ok, alors tu peux me raconter le début de Ouais. votre relation artiste-producteur, ça se passe comment? Bah, ça se passe bien. Il ramène un ancien artiste avec qui je chantais avant. On monte, du coup, un binôme, lui et moi. Ça cartonne de ouf parce qu'il n'y avait pas avant des binômes filles-garçons. Donc, c'était vraiment tout nouveau. Et après, de fil en aiguille, on a commencé à faire plein de choses, et puis voilà, quoi. C'est quoi, c'est le rappeur C'était du Zer, c'est ça? 2 heures, ouais, exactement. Bah, les premiers sons, ils sortent, ça marche directement, on a des millions de vues, ça va hyper vite, on est trop contents. Après, à cette période-là, j'étais encore au lycée, c'est-à-dire que j'avais pas encore la conscience de, entre guillemets, ce buzz. Mais voilà, quoi, c'était un kiff. Parce que j'ai vu, ça part en millions, Ouais, millions ouais. de vues. Quand tout ça, ça arrive, j'imagine que t'as le regard, que ce soit dans l'industrie, du public, sur toi. Comment t'arrives à gérer ça et comment évolue votre relation avec ton producteur? Bah, je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte, je suis encore naïf à ces moments-là, je suis là pour faire de la musique. Pour moi, la musique, au départ, c'est un kiff, c'est entre guillemets une passion, donc je pensais pas à de l'argent derrière, ni à de la rémunération. Je le faisais vraiment parce que je kiffais être devant la scène, je kiffais faire des clips, je kiffais aller au studio. Donc voilà, quoi. Et mon producteur, enfin, mon ancien producteur, du coup, c'est ce qu'il a vu. Est-ce que déjà vous avez signé des contrats? Comment ça s'est passé au niveau administratif? Bah, au départ, on n'avait pas de contrat. Peut-être un an après, quand ça nous ramène des contrats. Moi, je suis jeune, j'ai 18 ans. Donc, du coup, j'ai pas pris le temps. Et c'est là qu'a été mon erreur de ne pas prendre le temps de lire mon contrat, de le ramener à un avocat. Parce que c'était plutôt basé sur de la confiance entre lui et moi. Je le connaissais avant la musique. C'est-à-dire que je me suis pas dit qu'il y aura des problèmes plus tard. Bah, au départ, je m'en rends pas compte. C'est-à-dire que je continue ma musique, je continue dans ma vibe, etc. Et c'est quand tu commences à prendre des stats dans tout ça, tu commences à rencontrer d'autres artistes et que tu poses des questions. Et là, tu te dis, en fait, eux, ils perçoivent ça et toi, non. Là, tu commences à te poser, du coup, des questions. Mon erreur dans ça, c'est que j'ai pas été assez attentif. Je me suis pas imposée aussi. Parce que je m'arrêtais beaucoup sur le non qu'on me disait. J'avais l'impression que c'était un sujet tabou, qu'au final, j'en parlais plus. Que ce soit en termes d'argent, en termes de ce qu'il y avait dans le contrat, en termes de cachet aussi, studio, etc. Et au final, bah voilà, j'aurais dû être plus attentif sur ça, quoi. Est-ce que tu fais des scènes? Est-ce que tu fais des showcases à ce moment-là? Comment ça se passe tout ça? Je fais des scènes, je fais des showcases. Mais moi, je savais pas qu'en fait, c'était rémunéré. Non. Je te jure. C'est-à-dire que moi, j'y vais, je me dis, je kiffe. Pour moi, c'est de la promo sur mon image, la promo sur mon prochain titre, promo sur un album qu'on avait prévu de faire. Ça veut dire que je perçois 0 €. Et moi, j'y vais, moi, je kiffe. Moi, je suis jeune, ça veut dire que je suis au lycée encore à ce moment-là. On me donne parfois des 1000, 2000 €, 3000 €. J'arrive à l'école, je suis content, j'ai la dernière paire des chaussures, je peux m'acheter des bijoux, je peux faire kiffer aussi mes copines. Du coup, je me dis, pour moi, déjà 2000 et 3000 €, c'est énorme. En tant qu'étudiant, tu vois, parce qu'avant, je percevais la bourse, c'était quoi, 500 €, 600 €, tu me ramènes 2000 €, je suis contente. Et au final, non, en fait. J'apprends que derrière, ils mangent bien plus que 2000 €. Et voilà. Votre relation producteur-artiste, elle a duré 5 ans. Elle a duré 5 ans. À quel moment tu commences à te dire, à te poser des questions, Ouais. à discuter avec les artistes? Comment ça se passe? Bon, en fait, je commence à me poser des questions quand mon binôme T2R, il quitte le label. Quand il quitte le label T2R, les motifs, c'était, c'est à peu près les mêmes motifs que moi, je lui reproche aujourd'hui aussi, tu vois. Mais sur le moment même, je l'ai plus pris comme si c'était quelqu'un d'ingrat, tu vois, en mode, on te donne 2000, 3000 €, t'es pas content. Et aussi, je l'ai mal pris parce qu'il a trop pris du style, c'est lui-même qui a avancé et que moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui, alors que non, c'est un travail à deux. Je pense que sans lui, enfin, sans moi, il aurait pas été ce qu'il a été avant. Et quand j'ai vu qu'il a quitté le label, je me suis dit, oula, ok.
Donc lui, s'il se dispute pour de l'argent, c'est qu'il y a de l'argent en jeu aussi. Je commence un peu à m'intéresser. Et là, je me rends compte, au bout de 1 an qu'il est parti à T2R, qu'ok, moi aussi, je suis dans la même salade que lui. Mais j'avais pas ce courage de partir parce qu'en termes de fonds, j'étais pas en place. Et j'avais aussi peur de l'inconnu, de se produire toute seule, j'avais pas forcément aussi un réseau déjà. J'étais vraiment derrière lui. Et au final, j'ai pu partir, quoi. Tu peux me raconter aussi comment ça se passe quand tu découvres et que tu essaies Ouais. d'en parler, j'imagine, avec quelqu'un qui est le grand de ton quartier. Donc, j'imagine Ouais. que vous avez déjà des affinités. Exactement. Ça veut dire qu'au départ, il y avait, on va dire, son bras droit qui travaille dans mon équipe. Il commençait à me poser des questions sur mes revenus, aimer ci, aimer ça. Et moi, je suis transparente avec lui. Et là, il me dit, mais tu sais qu'on avait fait une scène la dernière fois, t'avais pris tant. Je dis, mais bon, mais moi, j'ai eu que 600 € sur tant. Et il me dit, mais c'est pas normal. Il a voulu, du coup, lui, faire le porte-parole, aller en parler à mon producteur. Et la réaction que mon producteur, il a eu, je me suis dit, ok, en fait, depuis le départ, je suis pas folle. Il me vole vraiment. Et C'était quoi sa réaction? il était en mode, vous lui parlez pas d'argent, en fait. Vous lui parlez pas d'argent, arrêtez, entre guillemets, de lui mettre la puce à l'oreille. Et ça m'a alertée. Ça veut dire que j'ai commencé à faire la fouine de mon côté, j'ai commencé à demander des bilans, j'ai commencé à vouloir avoir du support pour moi, du coup, aller l'affronter et pour qu'il puisse pas se défiler. Parce que c'était quelqu'un qui se défilait énormément et qui évitait, en fait, les discussions d'argent. Tout simplement. Et du coup, une fois avoir fait le tri de mon côté, avoir fait ce qu'il fallait faire, à trouver tous ces documents-là, je lui ai apporté et là, ça a commencé, prise de tête. Ok. Et est-ce que tu sais plus ou moins par rapport à ce qui a touché, combien tu as généré, combien d'artistes que tu es On a essayé de faire approximativement des calculs et on était peut-être à 100K, un peu moins peut-être, je sais plus. Et toi, t'as touché? Non, j'ai même pas touché 5%. Ouais. Et en fait, c'est ce qui m'a fait mal parce que pendant toutes ces années, je le voyais en mode, c'était une personne qui donnait du temps pour moi, qui investissait pour moi. Et quand j'ai commencé à percevoir mes sous de mon côté, parce que j'ai toujours été une débrouillarde à côté, je faisais des placements de produits, j'avais des contrats avec des grandes marques sur des grandes durées, c'est-à-dire que j'étais payée pour 6 mois de collaboration. Et quand j'ai commencé à percevoir ses premiers salaires, je suis directement partie lui prendre un cadeau. Pour lui dire, écoute, pendant toutes ces années, t'es là pour moi. Je sais que ça avance pas, parce que pour moi, j'avançais pas. Tiens, un cadeau. Et en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, mais waouh. Quand tu dis, je sais que j'avance pas, comment t'as vu ça? Alors que quand on regarde les chiffres, Ouais. aujourd'hui, enfin même aujourd'hui, et surtout à l'époque, je pense, un Ouais. artiste qui fait des 15 millions, 30 millions de vues, c'est... on se demande même pas s'il a réussi. Je pense qu'il a réussi C'est vrai. de façon... En fait, moi, je savais pas, je m'en suis pas rendu compte. Pourquoi? Je les voyais, les stats, mais quand tu poses la question, mais du coup, ça génère combien? C'est pas assez encore. On te dit, c'est pas assez encore. Non, ça paye pas encore. Donc, toi, tu te dis, ok, en fait, peut-être qu'il faut plus. Et quand tu vois les autres stats des autres artistes, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien regarder des sons américains, etc., et que je vois qu'ils font des milliards, je me dis, c'est quand j'aurai des milliards de vues, là, je vais toucher. Pour l'instant, c'est du pipi caca. Alors qu'archi pas. Quand je m'en suis rendu compte, c'était au début de ma grossesse, du coup, il y a 2 ans, je me suis dit, ok, moralement, je vais être au top pour ma grossesse, pour mon bébé, etc. Quand j'accouche, je me focalise sur ça. Ça veut dire que j'ai passé 9 mois dans mon coin, tranquillement. Ils savaient que c'était bizarre, que je voulais partir. Et là, quand j'ai accouché, je l'ai affronté. Je lui ai dit, écoute, regarde, il y a ça, regarde, pourcentage. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. Et là, ça part en cacahuète totale. Et j'étais même pas dans l'optique de rends-moi mes sous. J'étais plutôt dans l'optique de rends-moi ma liberté. Quand tu dis ça part en cacahuète totale, qu'est-ce que tu entends par là? Ça part en cacahuète du style, il assume pas m'avoir volé. Pour lui, ce que je dis, c'est n'importe quoi, que je suis encore son artiste, que je vais pas bouger. Limite, il voulait me bloquer. Il m'a dit, regarde, avant, T2R, il voulait partir, regarde comment ça s'est passé. Il a galéré pendant des mois et des mois, etc. Et au départ, je me suis dit, je vais parler avec lui à l'amiable, je vais pas faire rentrer un avocat. Le temps, il avance, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ça prend du temps déjà parce que j'étais enceinte pendant 9 mois, j'ai pas sorti de son. Ensuite, toi, tu me bloques pendant 2-3 semaines parce que j'essaie de parler à l'amiable avec toi. À un moment donné, j'appelle un avocat et on va gérer ça en bien, tu vois. Et là, il comprend pas. J'appelle un avocat. Il redit mes contrats, il me dit, mais tu sais que tes contrats, ils sont caducs. Je dis, pourquoi? Il me dit, ils sont caducs parce que il a pas respecté, les conditions dedans. Et en termes de rémunération, t'as pas perçu ce que tu devrais percevoir.
Et il m'avait signé pour genre 5 projets, c'est-à-dire pour au moins 5 ans. Mais il y a des dates à respecter qu'il n'a pas respectées. Vu que j'ai pas sorti des projets pendant ces dates-là, contrat caduc. C'est-à-dire que je lui ramène, je dis écoute, contrat caduc. Il a le seum de ouf, il pète le seum, il me dit ouais, eh ben tu vas voir si tu mets un son, je vais te le sauter ton son. Je dis ben on verra. Donc là, je commence à me gérer de mon côté, je gère mon équipe de mon côté. Et là, il me faut mes identifiants pour Spotify, pour YouTube, pour tout ça. Du coup, ça me ramène encore à lui. Tu les avais pas, du coup? Et je savais pas. J'avais pas les accès. C'est-à-dire que je retourne vers lui. Je lui dis, écoute, il me faut il faut mes accès pour que je puisse sortir du son, etc. Et là, moi, je te donne pas. Ça veut dire qu'encore rebelote, on se prend encore la tête, etc. Et au final, il a cédé, il m'a donné. Les soucis entre un artiste et un producteur, c'est des choses qui arrivent assez souvent. Ouais. Mais là, tu me dis le contraire. Mais généralement, c'est quand l'artiste, au début, est dans l'euphorie, il fait pas attention au contrat qu'il lit. C'est ça. Mais toi, tu es en train de me dire que même ce que tu percevais ne correspondait pas au contrat, finalement. Exactement. Il y avait rien qui correspondait au contrat. Il a vraiment rien respecté. C'est-à-dire que je partais au studio. Bah, moi, un artiste au studio, il touche des cachets. Moi, j'avais pas mes cachets. Et moi, c'est juste que je savais pas. Tu connais, moi, j'ai 17 ans, je suis à l'école, je veux juste chanter. Je veux pas les vérifier. Enfin, et je pense que c'est l'erreur qu'on a tous quand on commence à être artiste parce qu'on fait pas du son pour de l'argent. Au départ, on fait ça en mode kiff. Et c'est quand après on commence à voir qu'il y a de l'argent dedans, on commence à s'intéresser. Mais au départ, tu le fais parce que t'investis rien dedans, donc tu kiffes et tu vas pas non plus t'intéresser à tout ce qui est énorme. C'est pas un travail au départ. Et ça a été mon erreur. Pendant les 5 ans que tu étais avec ce producteur, c'était quoi ta situation financière? Bah, j'étais à l'école. T'as eu ton bac? Ouais, j'ai eu mon bac avec mention. Carré. Franchement, ouais. Après, je suis partie en école de commerce aussi. J'étais une étudiante. Je me débrouillais comme je pouvais. Après, merci, j'avais de la notoriété, donc du coup, je faisais des collaborations. Et ça paye bien aussi. Ça veut dire que ça va. Et puis, j'ai pas un rythme de vie, j'abuse pas. C'est-à-dire que je sais gérer mon argent, donc j'ai pas été en chien, quoi. Est-ce que tu as pu discuter aussi avec ta famille? Parce que j'imagine que ta famille qui voit un succès énorme et qui voit pas forcément de retour financier. Est-ce qu'ils se sont posé des questions? Bah, ma mère, au départ, elle était pas pour que je fasse de la musique, en vrai de vrai. Je suis de confession musulmane, ça veut dire que ma mère, elle était en mode, tu vas à l'école coranique, pas de musique, je sais pas quoi. Donc, elle a pas forcément mis son nez dedans. Elle était plutôt dans, ok, tu veux kiffer ta musique, reste focus à l'école aussi. C'est-à-dire que si tu veux chanter, faut que t'aies ton bac. Tu veux chanter, faut que t'aies ton BTS. Tu veux chanter, faut que tu sois situé à l'école et décider ça. Donc, elle était plus concentrée sur la musique qu'autre chose. Et mes frères et sœurs, c'était en mode, ils savaient pas que la musique, ça rapportait en vrai. Aussi, c'est-à-dire qu'ils étaient en mode, elle kiffe, genre, elle rigole, son petit kiff, quoi. Et c'est après. Avec ce producteur-là, quand tu le mets face à la vérité que tu découvres, est-ce que la rupture se passe de manière pacifique, on va dire? Non. Ok. Vraiment pas, parce que c'est quelqu'un, malheureusement, qui est très borné. Et moi, je suis aussi très têtue. C'est-à-dire que surtout quand je sais que je suis dans mon droit et que j'ai raison, je vais pas lâcher le morceau. Et en fait, le fait qu'il m'ait vue maintenant comme une femme qui s'impose, ça l'a choqué. Parce qu'avant, je répondais tout en oui, je disais tout en oui. C'était vraiment mon bourreau, si on peut se le dire. C'était mon bourreau. Et tout le temps, je disais oui, 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 oui. Et le fait que maintenant, j'arrive, je m'impose et que je parle, on est en mode, ah, Bouchy, elle est impolie. Ah, elle fait la meuf maintenant, elle a grandi maintenant. C'est moi qui lui donnais tout ça, elle parle comme ça, alors que pas du tout. Tu m'as rien donné, tu m'as plutôt volé ma gamelle. Quand on a discuté avant aussi, tu t'as mentionné que tu avais une relation avec une personne de l'entourage du producteur. Est-ce qu'en parallèle, tu peux me raconter cette histoire-là? Déjà, comment tu te lies avec cette personne et qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est un très très bon ami à mon ancien du coup producteur. Et là, on entame une relation qui est fusionnelle, qui est aussi très toxique. Et on a partagé des moments hyper forts, quoi. Quand tu dis toxique, c'est quand? C'est directement, vous êtes toxique direct ou au début, non, parce que au début, tu connais dans une relation, t'es dans ton petit monde, tu kiffes, et c'est après, au fur et à mesure du temps, en fait, je pense que c'est le fait parce que j'ai commencé à être une femme qui s'impose, et j'ai arrêté de dire non, enfin, arrêté de dire oui, que ce soit à cette personne-là et à mon ancien producteur, ça les a un petit peu choqués. Et ça les a perçus en mode, bah, elle est têtue, elle parle mal, elle écoute pas. Est-ce que ça a eu un impact justement sur ta carrière et sur la relation avec ton producteur, cette histoire, parce qu'il est proche de lui, de comment ça s'est passé? Bah, en toute honnêteté, cette personne-là aussi, elle m'a mis la puce à l'oreille. Par contre, c'était grave son pote, mais il m'a mis la puce à l'oreille du style,
Tu sais, tu perçois pas autant, tu sais qu'il y a ci, tu sais qu'il y a ça. Ah, tu sais que j'ai entendu ci. Et ça commençait à être un petit frein vis-à-vis de la relation que j'avais avec mon producteur. Parce que mon producteur, il a vu que du coup, on soufflait un peu à l'oreille des choses. Et il a pas tout fait pour que ce soit fini entre lui et moi, mais il a été aussi d'une grande partie dans ça, quoi. Vous faites un enfant ensemble. Ouais. À ce moment-là, tu m'expliquais que justement, tu étais en train de découvrir ce qui se passait dans les coulisses C'est ça. avec ton producteur. Quand tu quittes ton producteur, tu décides aussi de rompre cette relation. Ouais. Parce que c'était mon bourreau sentimental et mon bourreau dans la musique. Et je me suis dit, je vais couper avec les deux parce que les deux, c'est la même chose et tu pourrais pas avancer avec un parce qu'il est relié avec l'autre. Et je me suis dit, flemme, ça y est, je coupe tout. Comment est-ce il a pris ça? Parce qu'il aurait pu te dire oui, mais moi je t'ai mis la puce à l'oreille et tout. Toi, tu me mets dans des histoires, je suis pas dedans. Parce que je l'ai pas quitté par rapport à la musique, je l'ai quitté par rapport à ce qui s'est passé entre nous deux. C'était une relation qui était très toxique, qui était très violente aussi. Un enfant, c'est pas la raison pour deux personnes de rester ensemble. Et je me suis dit, en fait, l'exemple que j'aimerais donner à ma fille, c'est pas rester dans une relation même si t'es malheureuse, que tu sens comme une merde, clairement, parce que on a eu un enfant ensemble. Et dire que j'ai pris mon courage à deux mains, je suis partie, quoi. Tu disais que c'était une relation toxique, il y avait énormément de violence, Ouais. etc. Est-ce que tu peux me parler concrètement, comme ça on s'imagine un peu Un pervers narcissique. Tu sais ce que c'est un pervers narcissique? C'est ça. Tout ce que tu fais, c'est pas bien. Faut savoir que moi, je suis une femme qui est indépendante. Et le fait que je ne dépendais pas de lui, ça le dérangeait un petit peu. Il n'avait pas forcément la main sur moi. Et il avait l'habitude d'avoir des femmes qui étaient à sa merci, qui avaient besoin de lui. Et le fait que moi, je n'ai pas besoin de lui, il n'avait pas ce contrôle sur moi. J'aurais pu partir à tout moment de la relation. Parce que c'est pas lui qui m'entretenait, c'est pas lui qui me donnait à manger ni à boire. Ça veut dire que demain, en fait, c'était pas un plus pour moi, salut. C'était malsain de ouf entre lui et moi. Qu'est-ce qui te freinait à en parler ou à sortir de cette situation plutôt, c'est la question. J'avais honte déjà, parce que même dans mon entourage, que ce soit mes copines, mes sœurs, elles le savaient pas. Et c'est quand je tombe dans une dépression, j'ai perdu genre peut-être 12 kilos, normal. Et qu'on me voyait, et mes copines, elles me disaient, mais t'as plus ta lumière, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai commencé un petit peu à en parler, du coup, à mes copines. Et en fait, j'avais pas du confiance en moi. J'avais perdu confiance en moi. Donc, comment donner des conseils à des personnes si toi-même t'as pas confiance en toi? Comment je peux en parler et pousser d'autres personnes à ne pas tomber dans ce que je suis tombée moi, alors que même moi, je me suis pas encore relevée. C'est-à-dire que j'étais en mode, je vais me réparer moi d'abord. Mais c'est compliqué parce que quand t'as la notoriété, que t'es sur les réseaux sociaux, même quand ça va pas, tu dois quand même snapper. Tu dois quand même montrer que t'es vivante. Tu dois quand même partir au studio. Tu dois quand même faire du contenu, etc. Même si t'as pas envie, tu dois quand même aussi partir en clip. J'ai pas ce luxe de déprimer. Je ne peux pas déprimer. C'est une force, mais c'est aussi une faiblesse, parce que parfois c'est bien de craquer d'un coup et de dire oui, ça va pas. Mais là, dans mon cas, moi, tu peux pas dire ça. Tu peux pas t'arrêter et dire c'est bon, je coupe tout. Si tu coupes tout, t'as plus d'argent. Mmh. Bon, voilà. Donc tu sors de ces deux relations. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après et quel regard a l'industrie musicale sur toi? Parce que j'imagine que, je sais pas si ces nouvelles vont vite, mais généralement ça va vite. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui sont désireux de travailler avec toi? Comment ça se passe? Au départ, je fais une première interview. Ok. J'explique que maintenant, je me mets en indé, etc. J'ai hésité à la faire, mais je me suis dit, c'est important de la faire aussi parce que je sais que mon ancienne équipe, elle avait une mauvaise image. Et le fait de maintenant me dissocier de tout ça, ça peut ouvrir d'autres portes. Et, en l'occurrence, ça m'ouvre plein de portes. J'ai des propositions, etc. Et les gens, étaient plus contents en mode, même d'autres artistes qui m'ont dit, ah, enfin, t'as enlevé l'épine de ton pied, quoi. Là, tu vas pouvoir vraiment avancer et vraiment faire ce que tu veux et tu auras vraiment ce que tu mérites. Une communauté, ça bouge pas. Hein. La base fan, elle bouge pas, elle est vraiment là. Après, c'est vrai, j'ai perdu du temps aussi, donc il y a un travail aussi à faire, il y a aussi un travail d'image aussi à faire, qu'on a pu faire. Et est-ce que je sors un son directement après? J'ai fait un clip, qui s'appelle Antidote. Je suis partie en Albanie. Pourquoi en Albanie, je sais pas, mais je me suis dit, autant faire les choses en grand, maintenant c'est fini, j'ai coupé mes chaînes, j'y vais. Je suis partie, j'ai payé toute seule mon clipper, j'ai ramené une maquilleuse, j'ai ramené une copine à moi qui m'a aidé dans tout ce qui est direction artistique, etc. Donc j'étais grave fière de moi sur ça. Et après, voilà. Petite parenthèse, t'as récupéré tes mots de passe et tout ça, là? Ouais, j'ai récupéré. C'est vrai? Ouais. C'est passé comment? J'ai récupéré. C'était chaud. Je pense qu'il voulait manger mes poumons à ce moment-là. Il était pas content, mais comme je te dis, je suis têtue, je suis coriace. Et tu sais, quand t'as la rage maintenant de vendre quelque chose, t'as la rage de vouloir travailler parce qu'on t'a volé quelque chose,
t'es dans ton hack, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai pas lâché. Je suis partie et il a vu que j'allais pas lâcher. Donc, il a cédé, il a donné. Donc, du coup, aujourd'hui, pour resituer dans le temps, ça fait combien de temps que c'est fini et combien de temps que tu es libre, tout simplement? Ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans que c'est fini et ça fait 2 ans que je suis libre. C'est quoi la nouvelle réalité que tu découvres avec cette liberté? Qu'est-ce que tu retrouves? Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que je peux me gérer toute seule. Ça me fait du bien parce que j'ai pu travailler... Enfin, maintenant, je travaille en coprod avec une maison de disques, ça s'appelle Collision, donc ça se passe hyper bien, ils sont grave transparents avec moi, et je retrouve ce que je n'avais pas avant, et je suis libre de mes mouvements, quoi. J'espère que dans 2 ans, tu vas pas me dire ils m'ont mis une carotte. Hein. Non, t'inquiète pas, en vrai de vrai, maintenant c'est fini. Alors, il y a aussi un épisode un peu étonnant Ouais, que je découvre, c'est que tu as été en prison. c'est ça. Alors, par quoi commencer? Déjà, c'est quoi l'histoire là? La meuf, elle chante des trucs de loveuse, et après elle se Non, mais retrouve en au vrai, shtar. t'as vu, je suis venue en talon, en plus, même moi je comprends pas pourquoi je prie de la maison. Je comprends pas. Mais ouais, ça a été une période hyper sombre de ma vie, et ça a été quelque chose de dur à accepter, et je pense que même aujourd'hui, j'ai pas encore accepté, mais j'avance avec, quoi, je vis avec. C'était il y a combien de temps? En septembre dernier, en 2024, T'étais déjà maman et tout. j'étais déjà maman. Ouais. Thug life, hein. Pas du tout. Non, mais plus sérieusement, Oui. est-ce que tu peux me raconter déjà pourquoi Ouais. tu te retrouves en prison? Qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que c'était une affaire que mon ancienne, du coup, équipe avec qui j'ai tout coupé avant, a été mêlée dans ça. Et il s'avère que c'était en 2022, ça s'est passé. Et on est venu me chercher. On est venu me chercher aussi. Et arrivant en garde à vue, j'ai gardé le silence. Et j'ai gardé le silence pas parce que j'étais dedans ou pas, c'est parce que d'une part, j'avais peur des représailles, vu que je connais cette équipe-là. Et je suis pas non plus une balance. J'ai grandi comme ça, même si on va dire que je suis une femme, etc. Mais j'ai grandi dans un quartier, c'est comme ça que t'es fait ou que t'es pas fait, tu parles pas, tu dénonces pas les personnes. Donc je me suis dit, je parlerai pas. Et j'attendais à ce que les personnes qui, eux, étaient impliquées dedans me dédouanent, qui disent tout simplement la vérité. Et au final, non. Ils m'ont chargé. Ils m'ont chargé, ouais. Et comme ils m'ont chargé que je gardais le silence, ça veut dire que je suis partie en même temps qu'eux, quoi, en prison. Et quand tu dis ton chargé, ils ont dit que t'étais impliqué dans les Ouais, histoires. non, clairement que j'étais la tête dedans et que si je suis petite de taille et que j'ai l'air toute mignonne, je suis grave intelligente, limite je suis une grande bandit, quoi. Alors que la police, ils ont vu que depuis cette affaire, ce qui s'est passé en 2022 jusque là, j'ai pas de casier judiciaire, j'ai pas un antécédent de voyous, etc. Et j'ai pas besoin de ça, en vrai. Tu fais des scams de temps en temps ou pas? Non, je fais pas ça. Tu restes 2 mois en prison. Je reste 2 mois et demi après en prison. Donc comment ça se passe? Tu découvres nouvelle Ouais. vie de maman. Ouais. Puis tu atterris en prison. Comment ça se passe? En fait, au départ, j'y crois pas parce que je suis ma garde à vue. On m'auditionne le matin, l'après-midi. Je garde le silence. Encore 24 heures, 48 heures, 96 heures. Après, on me ramène à Créteil, devant le juge. Le juge, il dit, écoute, comme vous avez gardé le silence, on sait pas votre degré d'implication dans l'affaire. On va vous transférer à Fleury-Mérogis. Et à ce moment-là, je me dis, c'est une blague. Comment on peut m'envoyer en prison? J'ai rien. En plus, c'est pas comme s'il y avait des preuves contre moi ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas, mais je m'en suis voulu à moi-même de ne pas avoir parlé parce qu'en garde à vue, la policière, elle me disait, écoute, pendant que toi, tu gardes le silence, et on te charge derrière. Et moi, je l'ai pris comme du bluff. Je sais, elle veut du faux pour avoir du vrai. Elle veut m'affaiblir comme je suis fatiguée. Elle commence à me parler de mon enfant, du coup, ça devient dur. Et là, mais j'ai quand même pas cédé, alors qu'elle m'a, au final, tendu plein de perches que j'ai pas attrapées. Et c'est quand j'arrive, du coup, devant le juge d'instruction et que je vois, du coup, les dépositions et que je vois que c'est vraiment vrai, c'est une première claque déjà. Avant même d'arriver en prison, c'est une première claque de me dire comment ces personnes-là avec qui j'ai passé des moments extrêmement forts, avec qui j'ai consacré toute ma jeunesse aussi, tu vois, avec qui j'ai eu des conflits et que je ne demande rien aujourd'hui, mis à part ma liberté, qu'on me laisse tranquille à faire ma musique. Comment on peut me faire ça, en fait? Donc ça m'a fait mal. Et après, j'arrive en prison, deuxième claque. Je suis loin de ma fille, j'arrive dans un milieu que je connais pas, des femmes qui sont là pour des choses, entre guillemets, après je dis pas toutes, enfin voilà. Et moi, je suis là comme ça, toute petite, j'arrive en promenade, et c'est pas pour moi.
On parle de PCS, on me parle de parloir, on parle... Et moi, dans tout ça, je me dis, mais j'ai ma fille qui est là, elle vient d'avoir 1 an. Elle a eu 1 an, 1 mois avant qu'on vienne, 1 mois avant que je vienne en prison. Et ça fait mal, quoi. Parce qu'elle a que moi, en vrai. Et du coup, voilà. Est-ce que les gens là-bas te reconnaissent? Est-ce que comme les rappeurs disent, nous, on choisit, tu sais, la cellule pour Rosta, entre guillemets. Certains ont choisi ça. Ouais. Moi, non. J'ai pas demandé à être à l'isolement et j'ai pas non plus accepté cette offre-là. Je me suis dit, je vais aller avec tout le monde. J'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de parler, je veux pas devenir folle. Ça veut dire que je descends au quartier disciplinaire, etc. Et je reconnais une copine à moi. Une copine à moi avec qui j'étais en vacances 2 mois avant qu'elle parte en prison. Et là, ça me fait directement un premier repère. Je me dis, quel premier repère, je vais mettre avec elle en cellule, etc. Et c'est comme une sorte de soutien pour moi parce que je connais de l'extérieur. Et surtout quand tu arrives en prison en tant qu'artiste, tu peux vite tomber sur des personnes qui veulent profiter de toi. Des personnes qui vont vouloir peut-être t'embêter, je sais pas, tu vois, moi ça n'a pas été mon cas, mais c'est pas tout le monde qui est bien intentionné là-bas. C'est-à-dire que j'avais ma copine, j'étais bien, et puis voilà, quand je m'occupais comme je pouvais. C'est intéressant ce que tu dis par rapport aux repères, etc. Ouais. Toi, c'est avec le recul, c'est quoi les conseils que tu donnerais pour passer ce cap Ouais. d'aller en prison et de pas sombrer, que ce soit dans la Ouais. dépression ou autre chose? Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais ma famille qui venait régulièrement me voir. J'avais 3 parloirs par semaine et mes copines et mes sœurs, elles se bagarraient tous pour avoir leur parloir la semaine. Je m'occupais aussi là-bas, je faisais des activités, je faisais de la danse, je partais aussi à l'école. J'ai essayé de sortir un max. Je suis quelqu'un qui ne fume pas et qui ne boit pas et Dieu merci, je suis pas tombée dans ça là-bas et pourtant je connais plus d'une là-bas qui sont rentrées comme moi, toutes lucides et qui ressortent, qui prennent des cachetons, qui fument. Et le seul conseil que je pourrais donner, c'est que faut pas oublier qu'on va toutes sortir un jour ou l'autre. Et en vrai, moi, je savais que j'allais sortir. Et je me suis dit, c'est soit je retrouve ma fille en bonne santé, comme je suis rentrée ici, soit, je donne raison aux personnes qui m'ont ramené là-bas et je deviens la merde qui sont dit que j'étais, quoi. Est-ce que comme beaucoup de rappeurs, t'as écrit des textes là-bas et tout? Vraiment pas. Non. J'ai rien écrit. Je me suis dit, je vais pas écrire des textes là-bas parce que si je commençais à écrire, c'est comme si j'allais rester, en fait, longtemps là-bas. Je me faisais une matrice dans ma tête, c'est que je devais pas toutes mes affaires, je vais pas continuer énormément parce que demain, je vais peut-être sortir. J'étais comme ça. Ça veut dire que non, je kiffais, j'avais des copines là-bas aussi, enfin voilà, je faisais passer mon temps comme je pouvais, mais j'ai pas écrit des textes, quoi. Comment tu retrouves ta liberté? Du coup, 2 mois après mon incarcération, j'ai une audition chez le juge d'instruction. Et là, j'arrive sur place, on commence à discuter, etc. Il me demande comment ça se passe en prison. Et là, mon avocate, elle lui demande est-ce qu'on peut poser du coup une DML. Et du coup, il a dit oui, on peut poser une DML parce qu'en soi, il y a pas de... C'est pas justifié mon placement en détention provisoire. Et du coup, il a ordonné la libération immédiate. Et voilà, je suis sortie. T'es dans quel état d'esprit à la sortie? Je suis un peu choquée quand même, j'ai perdu du temps. Je suis rentrée en prison, ma fille, elle ne marchait pas. Enfin, elle rampait un petit peu. Je sors, elle marche, elle court, elle saute. Donc ça me fait trop mal au cœur parce que je me dis, j'ai perdu pas une grande partie, mais quand même de son évolution. Parce que je suis très fusionnée avec ma fille, elle a que moi. Du coup, le fait de ne pas être là, ne pas être présente pour elle à ces moments-là, ça m'a fait grave mal au cœur. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand je sors en décembre, j'annonce pas directement à ma sortie. Enfin, j'annonce pas directement sur les réseaux que je suis sortie. Je prends le temps pour moi. Je prends le temps d'aller mieux aussi moralement. Parce que je sais que les réseaux, c'est très, très dur. Et je prends le temps aussi de me faire un planning sur mes projets à venir, en termes de musique, en termes de clips. Il y a des personnalités publiques qui t'ont envoyé des mandats ou pas? Tu as sorti un single qui s'appelle Cadenas. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de single? Bon, après, tu sors de prison, tu l'appelles Cadenas, je me dis, mais elle veut retourner, c'est quoi le délire? Elle joue à quoi? Tu joues à quoi? Vraiment, Cadenas, ça résume un petit peu... ça résume un peu tout. Et il faut savoir que ce titre-là, je l'avais fait il y a peut-être 1 an. Et je voulais le sortir. Mais vu que j'étais en conflit avec mon producteur, etc., ça veut dire que je me suis dit, je l'ai balancé que sur les réseaux, ça avait bien pris. Mais je peux pas faire encore de clips, me mettre sur les plateformes parce que j'avais pas du coup les mots de passe. Et une fois sorti, je me suis dit, mais en fait, ce soir, il marche trop bien avec ce qui s'est passé. Et là, j'avais déjà la vision dans ma tête avec le synopsis, etc. J'ai dit, allez, on le clip direct. J'ai récupéré mes trucs, mais t'as quand même changé de nom d'artiste. Ouais. D'où vient ce changement aussi?
Bah, en fait, Milicia, ça me fait penser à avant. C'est un surnom qui me ramène trop de mauvais souvenirs, et même c'est l'image que je n'étais pas, c'est pas moi. Je me suis dit, je vais mettre Bushy Babe, mais c'est pas anodin, c'est pas un nom que j'ai cherché comme ça à la va-vite. J'ai bien fait attention qu'il y ait quand même une cohésion avec ce que j'ai fait auparavant. Et j'avais fait un album qui s'appelle Bushido. Du coup, j'ai réduit, j'ai mis Bushy et j'ai mis Babe. Après, Bushy, ça a une petite signification aussi, mais voilà, quoi. Tu peux en parler? Ouais, bah Bushido, l'album, parce que c'est le code d'honneur des samouraïs, et Bushi, parce que je suis comorien malgache. Et en comorien, pour dire malgache, tu dis Bushi. Il y a aussi sur ta route une autre épreuve que tu rencontres, c'est la perte de ton père, Ouais, juste après la sortie du single, c'est vrai. c'est ça? Non, même pas, c'était là. Il y a... C'était juste après le mois du Ramadan. Donc ouais, c'est là. Là? Bah oui. Ok. Là, on parle, là, je suis rentrée du bled hier. Hein. Bah, le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, je suis chez moi, enfin, je suis avec des amis, etc. On mange en famille, etc. Et du coup, on m'appelle pour ce drame-là, je vais à l'hôpital. C'est une claque. C'est une claque de voir un de ses parents mourir et l'accompagner mourir. Ça fait trop mal au cœur. Même plus mal au cœur que la phase prison. C'est-à-dire que de là, je me dis, ok, bah, comme je suis de confession musulmane, je peux pas me lamenter. Je sais qu'on a un début, on a aussi une fin. Faut juste l'accepter, même si c'est dur à accepter, tu l'acceptes quand même. Du coup, je suis partie au bled, j'ai accompagné le corps et je suis rentrée. Qu'est-ce qu'on apprend après autant d'épreuves Ouais. en un moment très court finalement, Mm. dans un moment où si on se construit, parce que tu t'es jeune, etc. Ouais. Donc c'est des moments qui sont décisifs, on va dire. T'as pas le choix. Tu fais semblant. C'est tout. Tu fais semblant. J'ai cette force-là, mais c'est aussi un défaut de toujours faire semblant. Même quand ça va pas ou tu dois cacher tes émotions, t'as pas le choix. Moi, pour moi, dans ma logique des choses, c'est que si tu montres tes émotions à un humain, c'est comme si tu te faisais rentrer en toi. Tu vois ou pas? Et je veux pas que quelqu'un puisse lire à travers moi. Je ne veux pas que... En fait, on m'a déjà utilisé auparavant parce que j'ai été transparente et que j'ai montré mes émotions. Et là, maintenant, je suis devenue un bloc de glace. Ça veut dire que tu peux me voir en mode, ah, mais elle est fière, et comme pour la phase prison. Là, elle est fière, elle rigole sur les réseaux, elle fait la coquille lionne, etc. C'est pas ça, c'est juste que je te permets pas de voir mes émotions, tu vois. On a l'habitude de voir, entre guillemets, une femme qui va pleurer, qui va se lamenter, qui va montrer ce côté un peu vulnérable. Et moi, non, je veux pas. Moi, c'est impossible d'être comme ça. Parce que t'as été déçu par la suite Parce que j'ai été déçue, j'ai été trahie. Et malheureusement, quand tu montes tes émotions, ben, on te la met à l'envers. Et moi, j'ai eu cette expérience-là que peut-être d'autres ne l'ont pas eu. Peut-être des personnes qui ont été dans mon cas à moi, que ce soit de la musique ou en dehors, vont comprendre, tu vois, mais des personnes qui n'ont pas encore été déçues comme je l'ai été, trahies par les siens, tout simplement, ne peuvent pas comprendre mon comportement de pourquoi elle est en mode camasse, pourquoi elle est en mode arrogante, pourquoi elle est fière, pourquoi elle pleure pas, pourquoi... Non, c'est juste que je le montre pas et t'as pas été déçu, tu ne comprends pas, tout simplement. C'est quoi les conseils que tu donnerais à un artiste ou Ouais. une artiste qui a ce rêve de faire de la musique, de vivre de sa passion, etc., commence à avoir une certaine lumière et qui va tout doucement rentrer dans l'industrie, etc. De faire extrêmement attention, d'avoir confiance, on peut faire confiance, mais avec des dosettes, tu vois, et de penser à ses intérêts avant de vouloir arranger ou plaire à qui que ce soit, parce que quand il y a de l'argent qui vient en jeu, t'es plus qu'un billet, t'es plus la personne qu'on apprécie, t'es plus la personne à qui on rigole, t'es plus la petite sœur qu'on dit que tu es, t'es plus le petit frère qu'on dit que tu es, non, t'es juste une rentrée d'argent. Donc, penser à soi-même et à penser à sa propre gamelle, c'est pas être égoïste, mais c'est d'être réaliste, en fait. Et c'est ce que j'ai pas été moi, et c'est le conseil que je peux donner. Aujourd'hui, t'es dans quel mood? C'est quoi la situation? J'imagine que tu vas sortir des titres. Bah, lundi, moi, j'ai studio, moi, tu me dis quoi? Lundi, moi, j'ai studio, moi, je dors pas. Ça veut pas dire que je rentre du bled, que je vais me lamenter, pas du tout. Faut que je fasse un max de thunes, faut que je fasse un max de son. Et là, on est en train de voir pour le prochain titre à clipper. C'est quoi la direction musicale que tu vas prendre? La direction musicale que je vais prendre, c'est du Bushy Babe. Voilà. Je suis pas satisfait de cette réponse. Je sais, je t'ai vu. Aujourd'hui, tu veux plus qu'on éteigne ta lumière, etc. Ouais. Mais est-ce qu'avec le recul, tu te dis pas, purée, peut-être que je me suis mis dans ces situations-là. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr.
Ah, pour moi, je vais pas me faire porter le chapeau à qui que ce soit. Moi, je suis responsable de mes actes. Je suis une grande personne. Même si j'ai été naïf, on m'a pas mis un gun sur la tête pour que je dise oui ou que je dise non. C'est ma naïveté qui m'a ramené là. Et en soi, c'est des erreurs que je vais pas répéter. Et que maintenant, j'ai cette prise de conscience que je n'avais pas avant, tu vois. Tu sais, tu disais que tu avais aussi hors du cadre musical Ouais. vécu des violences Ouais. dans ton couple, etc. Ouais. C'est quoi le message que tu donnerais aussi à des femmes et des hommes, peut-être, sans doute, qui vivent ce genre de violence et qui ont du mal à en parler? Parce que, tu sais, tu disais aussi, quand on avait discuté auparavant, tu disais, le plus dur, c'était pas de partir, mais de ne pas le laisser revenir, tu vois. Ouais. En fait, avant, je blâmais les femmes qui restaient encore dans les relations comme ça, toxiques, violentes. J'étais en mode, mais elle est conne, elle, quoi. Pourquoi elle bouge pas? Mais quand tu tombes toi aussi dedans, tu dis, ah ouais, en fait, toi-même t'es conne. Toi-même t'es conne. Et je savais que j'allais partir un jour ou l'autre. Je savais que, mais quand, je savais pas. Et comme ce que t'as dit, c'est plus dur de refuser la personne quand elle revient que de partir. Parce que tout le monde peut partir. Mais quand il revient et qu'il veut te chuchoter à l'oreille, qu'il veut te dire ce que tu voulais entendre avant, tu te dis, en fait, il a changé. En fait, non, c'est pas vrai. C'est juste un masque qui te montre, là, pour que tu puisses rentrer dans sa porte. Et quand tu rentres dans la maison, après, eh ben, il la remet comme avant, quoi. Et j'ai pas eu ce déclic tout de suite, mais je l'ai eu plus tard et il est jamais trop tard, quoi. Est-ce que toi, tu as eu un moment spécial, un déclic, tu t'es dit, là, il faut que je la prenne, cette décision? Ouais. Une fois, c'était quand? En fait, il avait déjà des enfants auparavant. Et moi, je regardais beaucoup comment il se comportait avec ses enfants. Et c'était un bon papa, tu vois. Et quand j'ai vu une fois, ses enfants étaient dans une galère, sans expliquer c'était quelle galère, mais dans une galère, laisse tomber. J'ai vu comment il était et je me suis dit, ma fille, elle peut pas être dans ça. Je me suis dit, c'est mort. C'est mort, mort, mort. Autant faire le rôle de maman seule, mais bien le faire, que d'avoir un papa à côté de toi et qui te donne un exemple qui n'est pas bon. Faut savoir qu'une petite fille, elle se réfère beaucoup à son papa. Elle se réfère beaucoup à comment il est avec sa maman, comment il est. C'est comme son héros, c'est son exemple, tu vois. Et je me suis dit, c'est mort, c'est pas un exemple pour ma fille et je veux pas ça pour ma fille. Et quand je vois ses enfants, je voyais ma fille aussi à travers ça et je me suis dit, impossible. Mais je dis, ah, pas, quoi. Donc c'est mort. Et j'ai préféré lui offrir une maman seule, mais une maman qui lui apporte tout ce qu'elle veut, que ce soit émotionnellement, financièrement parlant, etc., que d'avoir les deux et qu'elle se dise, mais c'est peut-être ça, en fait, l'amour. C'est pas ça, l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est quelque chose de sain. Tu vois? C'est quelque chose de bien, que t'es bien avec la personne, que tu te sens pas sous-estimé, tu te sens toujours belle, tu te sens toujours en mode t'es une femme de ouf, tu vois. Et moi, dans mon ancienne relation, j'étais en mode je suis une merde. Pourtant, tu me voyais sur les réseaux, je fais la belle de ouf, tu vois, je pars en mode arrogante, etc. Mais mes copines, elles me disaient, mais toi, on va te mettre des gifles, en fait, parce que comment t'es une archi belle nana, il y a des mecs qui veulent grave de toi, tu restes bloqué sur un bouc comme ça va pas. Et je le voyais pas parce qu'il m'avait tellement fait perdre ma confiance en moi que j'étais en mode, y a que lui qui me veut. Alors que archi pas. Ils sont un tas. Comment tu as appris à t'aimer? Parce que tu sais, c'est un rapport aussi avec l'amour de soi, tu vois. J'ai appris à m'aimer parce que j'ai fait un grand travail sur moi aussi. Okay. J'ai fait un très très grand travail sur moi. Non, pas au star. Non, okay. Au star, je cochais les cantines. Non, j'ai fait un grand travail sur moi. Déjà, j'ai appris à m'aimer physiquement. J'ai appris à m'aimer intérieurement aussi. Et comme je dis, j'avais un entourage qui était au top. Et je me suis reconstruit petit à petit. Je me suis ouvert à nouveau aux humains, etc. Après, j'ai rencontré quelqu'un. Et cette personne-là, elle m'a fait... En fait, elle m'a donné ce que j'avais pas avant, tu vois. Pour cette personne-là, je suis une meuf de ouf, je suis trop belle. Même parfois, je lui dis, ouais, tu branches un peu quand même, ouais. Et en fait, non, quoi. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je peux plaire encore, en fait. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter après tout ça? Non. Peut-être passer le salam à tes anciennes fleuries, hein. Ouais, vraiment, des gros bisous aux filles là-bas. Enfin, non, à une fille, c'est tout, hein. Le reste, c'est pas tout ça. Je vais faire des gros bisous à une copine à moi, c'est avec qui j'étais en cellule. Franchement, c'est un amour de ouf.
Et voilà, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.